qu'on mesure depuis les années 2000, c'est qu'en fait, il y a un effet chronique sur la santé qui augmente le risque d'à peu près de beaucoup de pathologies, que ce soit pulmonaire, cardiaque ou même cérébrale, et qui induit un vieillissement un peu plus précoce. Bonjour et bienvenue dans 10 minutes de Prève, les capsules des printemps de la Prève qui vous informent pour mieux agir. 10 comme 10 minutes que nous passons ensemble pour explorer un sujet en particulier. Faut-il avoir peur de respirer? Seulement si on n'y change rien. Et aujourd'hui, pour en parler, nous allons accueillir Luc Daucher, chercheur à l'INSERM à l'Institut Pasteur de Lille. Il travaille notamment sur les impacts de la pollution de l'air dans son étude Elisabeth, menée ici à Lille. Bonjour Luc. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans ce 10 minutes de Prève. Avant tout, pour commencer, est-ce que vous voulez bien vous présenter et nous expliquer les travaux sur lesquels vous travaillez actuellement? Donc, je suis Luc Daucher, je suis maître de conférence en santé publique, épidémiologiste, et je travaille sur les questions d'environnement et de santé, et en particulier sur les questions de pollution atmosphérique. Donc, on a, il y a une dizaine d'années, réalisé une étude d'enquête Elisabeth sur l'île et Dunkerque. Donc, on a sur un échantillon représentatif d'environ 3200 volontaires. Et dans cette étude, on étudie les liens entre pollution atmosphérique et santé et d'autres facteurs environnementaux. Et là, on oriente notre recherche actuellement plus sur des questions d'urbanisme et de santé. D'accord. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire les premiers constats que vous avez faits suite à cette étude? Alors, ce qu'on a observé, ce n'est pas que notre étude, mais de manière générale, on a retrouvé des liens entre pollution atmosphérique et la fonction respiratoire, et aussi un lien entre pollution atmosphérique et diabète, et aussi marqueurs d'inflammation. Alors, c'est des choses qu'on voit. C'était une population généralement en bonne santé, donc ce n'est pas des liens directs avec la maladie, mais on voit que ça touche un peu tout le monde. Voilà, on voit que ça touche, sans forcément rendre malade, mais on voit que ça touche un peu tout le monde, et probablement que ça a des effets à long terme dans toute la population. D'accord. Dans ce qu'on respire, qu'est-ce qu'on risque concrètement? Pourquoi est-ce que la pollution de l'air est-elle un enjeu de santé publique majeur? Alors, sur la pollution de l'air, il y a deux effets importants qu'on peut observer. Il y a des effets à court terme qui sont connus depuis longtemps. Donc, par exemple, avec les épisodes de smog à Londres dans les années 50, où il y avait un niveau de pollution très élevé et les gens tombaient malades. Il y a eu plusieurs milliers de morts lors de ces épisodes-là. Donc, ou des exacerbations de crises d'asthme. Ça, c'est des choses qu'on connaît depuis plus longtemps. Mais en fait, c'est un peu la partie émergée de l'iceberg. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on mesure depuis les années 2000, c'est qu'en fait, il y a un effet chronique sur la santé qui augmente le risque d'à peu près de beaucoup de pathologies, que ce soit pulmonaire, cardiaque ou même cérébrale, et qui induit un vieillissement un peu plus précoce, et qui a un effet qui est relativement faible, mais sur l'ensemble de la population, ce qui fait qu'au final, c'est un impact de santé publique qui est relativement important. Et oui, forcément. Et du coup, est-ce que on peut parler des particules fines? Alors les particules fines, il y a beaucoup de types de polluants qui peuvent être mesurés, qui ont un impact sur la santé, et en particulier les particules fines. Et plus elles sont petites, plus elles ont un impact important sur la santé. Et ce qu'on mesure, en fait, ce qui est mesuré généralement sont les PM2,5. Et dans l'étude épidémiologique, on étudie les PM2,5. Alors, pas forcément parce que c'est ce qui a un impact le plus important. En fait, on pourrait regarder les PM2,5, c'est des particules de moins de 2,5 micromètres. Donc, en fait, il faudrait étudier celles plus petites de 1 micromètre, ou voire plus petites. Et puis, on a aussi les dioxydes d'azote, ou l'ozone qui sont importants, mais le PM2,5, c'est un bon indicateur de la pollution atmosphérique et qui est mesuré à peu près partout. Donc c'est ce qu'on utilise majoritairement l'étude épidémiologique pour étudier les effets de la pollution, sachant que tous les polluants sont corrélés les uns aux autres, donc c'est un bon indicateur
même si ça ne résume pas complètement la qualité de l'air. D'accord. Et quels sont les risques? Quels sont les risques pour la santé? Alors les risques pour la santé, c'est les risques pour la santé. Donc je me disais, il y a des risques à court terme, donc, qui vont faire que si un pic de pollution, on va augmenter le risque de crise d'asthme ou le risque de faire un événement cardiovasculaire, par exemple. Et puis à long terme, on va avoir un effet qui va jouer sur l'inflammation, et puis après on peut voir apparaître, ça peut être un facteur qui va favoriser le diabète par exemple, favoriser les maladies cardiovasculaires, favoriser le vieillissement en général, et ce qui va faire que si on est exposé à la pollution atmosphérique, toutes ces pathologies-là, on risque de les faire un peu plus tôt dans la vie. D'accord. Et donc vous avez fait les études sur Elisabeth, sur Lille et Dunkerque. Oui. Est-ce que nous, dans les Hauts-de-France, on est plus exposés? Alors dans les Hauts-de-France, on est si on regarde une carte de France, on est dans la zone où la pollution atmosphérique est la plus élevée en France. Voilà, à Lille, on a même des niveaux de pollution. La communauté urbaine de Lille est dans les villes, les zones urbaines les plus polluées en France. Mais il faut quand même relativiser, puisque en fait, si on compare à l'Europe, on est en fait dans des niveaux de pollution qui sont ceux des Pays-Bas et de la Belgique. Des niveaux de pollution qui sont beaucoup plus élevés observés dans l'Est de l'Europe. Et si on est en Asie, on peut être beaucoup plus élevé. À Lille, par exemple, on a une moyenne d'environ 15 microgrammes par mètre cube de PM2,5. Et dans les années 2010, en Chine, on pouvait observer 100 microgrammes de PM2,5. Donc on est un petit peu au-dessus du reste de la France métropolitaine, mais comparé au monde, on n'est pas dans les zones les plus polluées. Oui. Après, c'est pas parce qu'il y a pire que c'est bien. Oui, tout à fait. Mais du coup, comment est-ce qu'on pourrait se protéger de ça? Est-ce qu'on peut réellement réduire son exposition individuellement dans la vie quotidienne? Alors, individuellement, on peut... Alors, c'est assez difficile, sauf éventuellement si on habite à côté d'un périphérique ou d'une zone très urbaine, mais on peut difficilement déménager. Par contre, ce qui est important, c'est que là, on parle de la pollution atmosphérique, de l'air extérieur, mais il y a aussi la pollution de l'air intérieur qui est très importante. Et là, on peut, ne serait-ce que par exemple en aérant régulièrement son logement, en évitant par exemple de brûler de l'encens ou des sprays qui peuvent polluer l'air intérieur, on peut améliorer la qualité de l'air intérieur. Et un autre élément qui est important aussi, c'est que la pollution atmosphérique, c'est un facteur qui s'ajoute aux autres. Donc en fait, les risques se multiplient les uns aux autres. Donc le fait d'avoir une bonne hygiène de vie, de ne pas fumer par exemple, si on a un risque plus bas, si on multiplie par un même facteur, l'augmentation va être plus faible. Donc le fait d'avoir une bonne hygiène de vie, ça permet aussi de limiter les effets de la pollution atmosphérique. D'accord, et la transition est toute faite sur ma question suivante, parce que vous recommandez de ne pas arrêter l'activité physique, même lorsqu'on a un air pollué. Oui. Pouvez-vous expliquer pourquoi est-ce qu'il faudrait continuer de faire de l'activité physique? Alors l'activité physique, c'est un facteur protecteur pour toutes les maladies et pour limiter le vieillissement. Donc c'est très important de faire de l'activité physique. Alors effectivement, quand on fait de l'activité physique, forcément on respire plus, donc on va absorber plus de pollution. Mais en fait, ce qu'on constate dans les études, alors c'est difficile de trouver le seuil à partir duquel il ne faudrait plus faire de l'activité physique parce que la pollution est trop importante. Mais en tout cas, il est relativement élevé. Et même, par exemple, même dans les villes en Chine, comme Shanghai, où on a des niveaux de pollution qui sont beaucoup plus élevés que les nôtres, on voit que les gens qui font du vélo ont une espérance de vie plus longue que ceux qui sont plus sédentaires. Donc pour les niveaux de pollution atmosphérique qu'on a en France, il est toujours favorable de faire de l'activité physique. C'est très clair. Est-ce qu'il y a un co-bénéfice à protéger le climat? Voilà. Donc ça c'est des choses sur lesquelles on va développer, en particulier sur l'aménagement urbain.
C'est-à-dire que pour réduire les émissions de carbone, on doit, par exemple, réduire l'utilisation de l'automobile, donc le remplacer par de la mobilité active, qui peut être la marche ou le vélo, et ces activités ont un bénéfice sur la santé. Et aussi, si on réduit les émissions de CO2, on va aussi réduire les émissions de polluants et améliorer la qualité de l'air. Oui. Donc, voilà, donc c'est l'éco-bénéfice, c'est-à-dire que les actions qui visent, beaucoup d'actions qui visent à réduire les émissions de CO2 ont aussi un bénéfice par ailleurs sur la santé. D'accord, et donc ça c'est la marge de manœuvre que peuvent avoir les collectivités par exemple? Alors, les marges de manœuvre que peuvent avoir les collectivités, oui, ça peut être de favoriser les mobilités actives par rapport à l'automobile. Alors c'est vrai aussi que dans le cas d'Elisabeth, une chose qu'on avait observée, c'est que les gens qui vivent dans un quartier plus marchable, c'est-à-dire qui leur permet de faire leur activité en marchant, de faire leur activité quotidienne en marchant, d'aller faire leurs courses, leur quartier leur permet de faire tout ça en marchant, ont un niveau de tension artérielle plus bas que les autres. Parce qu'ils font plus d'activité physique. Donc le fait d'adapter la ville pour une mobilité active, ça ira probablement dans le sens d'une amélioration aussi de la santé des individus. D'accord, et donc ça c'est au niveau collectif, effectivement, que ça se joue. Est-ce qu'on peut, à quel horizon on pourrait espérer une amélioration? Donc l'amélioration, on la constate déjà en fait. Il y a une diminution de la pollution atmosphérique d'environ. Voilà. Par exemple, on est entre 2009 et 2021, il y a à peu près une diminution de 40% de la pollution atmosphérique. D'accord. Donc ça diminue lentement, mais sûrement. Donc c'est un impact positif sur la santé. Donc c'est probablement un mouvement qui va se continuer, aussi du fait de la lutte contre le réchauffement climatique. Ce qu'il faut savoir, c'est que Santé publique France avait calculé le fameux chiffre de 40 000 morts liés à la pollution atmosphérique. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose, en fait, 40 000 morts, il faut plutôt parler en perte d'espérance de vie. Ça fait 9 mois à peu près d'espérance de vie en moyenne en France. Et en fait, ça ne correspond pas à un risque, c'est pas un risque pour le futur, mais c'est une marge de progression. C'est-à-dire que si on améliore la qualité de l'air, on va gagner en moyenne en France 9 mois d'espérance de vie. On peut gagner jusqu'à 9 mois d'espérance de vie. En bonne santé. En bonne santé. Oui. Voilà, oui, alors c'est important, c'est en bonne santé puisque en fait on ralentit le vieillissement. Donc en fait on repousse l'arrivée de la maladie, on repousse l'arrivée du handicap, donc c'est 9 mois d'espérance de vie en très bonne santé. D'accord, c'est très clair. Est-ce que, un petit mot pour la fin, est-ce qu'il faut avoir peur de respirer? Voilà, donc, alors, ce qu'il faut, de toute façon, on est obligé de respirer. Alors, ce qui est important, c'est pas, alors finalement, la pollution atmosphérique, c'est pas un phénomène nouveau non plus, puisque, alors, il y avait l'industrialisation avant, et puis avant l'ère industrielle, il y avait aussi le principal pollution d'air, c'est l'air intérieur, donc le fait de chauffer au bois. Donc finalement, on a toujours été exposé à de la pollution de l'air de manière importante. C'est quelque chose qui s'améliore plutôt. Donc on a plutôt, je dirais, des perspectives d'amélioration pour ce qui est de la qualité de l'air, et on respire propre. L'air, en comptant l'air intérieur et l'extérieur qu'on respire aujourd'hui, et pas forcément de moins bonne qualité que celui qu'on respirait au siècle dernier ou à des époques antérieures où on chauffait au bois, par exemple. D'accord. Donc on termine du coup sur une note plutôt positive, c'est plutôt rassurant, et on voit tout l'intérêt de travailler la recherche et la prévention pour pouvoir avoir des recommandations de ce qu'il faut faire individuellement et collectivement. Voilà, donc c'est rassurant, mais c'est un vrai enjeu de santé publique, c'est-à-dire qu'on voit 9 mois d'espérance de vie, ou à Lille ce serait un peu plus, l'ordre d'un an ou 18 mois d'espérance de vie perdue, donc pas perdu, qu'on peut gagner en améliorant les choses, donc c'est un sujet important, mais où on a plutôt des perspectives qui vont dans le bon sens. Oui. Eh bien, merci beaucoup pour cet éclairage, Luc. Merci. Ça va mes cheveux?
Merci d'avoir suivi cette nouvelle capsule vidéo des 10 minutes de Prève. On se donne rendez-vous sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Instagram. Vous pouvez les retrouver également sur YouTube et sur notre site internet des Printemps de la Prève. À bientôt!